commencer notre cours de bactériologie. Ce cours va s'intéresser à l'étude des bactéries et qu'est-ce qui leur donne leur pathogénicité. Nous allons voir quelles sont les différentes caractéristiques qui diffèrent d'une bactérie à une autre, qui lui donnent sa dangerosité, sa virulence. Qu'est-ce qui rend une bactérie dangereuse pour le corps humain? Nous allons voir, par exemple, comment elle se transmet. Il y a des moyens de transmission plus rapides que d'autres. Son action, les toxines qu'elle sécrète, etc. Donc nous allons voir quel est l'effet qu'une bactérie peut avoir sur un corps humain en fonction de ses caractéristiques. Donc bien sûr, l'homme joue le rôle d'un contaminateur parce que on connaît très bien que les différentes parties du corps humain, elles contiennent un nombre très très élevé de bactéries. Par exemple, les mains, la salive, la sécrétion nasale, le tube digestif, les matières fécales, etc. Comme nous le remarquons, nous avons des nombres vraiment très très élevés. 10 millions de bactéries par gramme, 100 millions de bactéries par gramme, etc. Donc c'est pour cela, l'homme, c'est un contaminateur. Donc il transporte des bactéries. Donc nous allons voir quel type de bactéries il est capable de transporter, etc. Quelles sont les caractéristiques de plusieurs types. Voilà. Donc les premiers types dont on va parler, ce sont des bactéries saprophytes. Qu'est-ce que ça veut dire saprophyte? Ce sont des bactéries qui se développent dans l'environnement. Donc normalement, ce sont des bactéries qui vivent une vie normale, des bactéries qu'on peut trouver dans la nature, dans le sol, etc. Ils mènent une vie indépendante d'un autre organisme. Donc elles ne sont pas parasitaires, normalement non pathogènes. Donc flore de passage, ça veut dire que lorsque on attrape cette bactérie, ça nous fait une maladie temporairement pendant 3 à 5 jours, etc. Et elles disparaissent. Donc au moins des bactéries saprophytes qu'on trouve dans la nature. Par exemple, le Clostridium, c'est la première bactérie qu'on va voir, Inch'Allah. C'est une bactérie saprophyte, parce qu'elle n'existe pas dans le corps humain, on la trouve dans la nature, et lorsqu'on l'attrape, on a une maladie temporairement, et puis elle disparaît. Ensuite, nous avons les bactéries commensales. Les bactéries commensales, c'est un autre type. Qu'est-ce que ça veut dire? Le kalima al-faransiya commensal, ça veut dire quelque chose qui est en accord. Donc, ils vivent avec un autre organisme, sans lui causer de dommages. Donc, pour qu'elles puissent vivre avec nous, ou bien un autre organisme, c'est comme s'ils sont en accord avec le système immunitaire dans un système donnant-donnant. La bactérie, par exemple, pour avoir un hôte, un lieu d'hébergement où elle va vivre, le système immunitaire, elle lui dit, je te donne cet endroit, mais tu dois m'aider en me donnant quelque chose. Prenons exemple, les bactéries de tube digestif, ce sont la flore commensale du corps humain. Elles vivent à ce niveau-là parce que le système immunitaire, il les tolère à une condition que les bactéries, elles nous aident à la digestion. Donc, c'est une relation donnant-donnant, un commensalisme, chacun profite. La bactérie, elle aide le corps humain et le corps humain donne à la bactérie un lieu où vivre. Donc elle se développe au contact de la peau, des muqueuses et forme la flore commensale. Donc ces bactéries, elles ont la caractéristique d'être non, elle n'est pas nocive, à un taux normal, Mais on va voir que lorsque ces bactéries, elles se multiplient beaucoup, c'est dans ce cas où elles deviennent pathologiques. Flore commensale, par exemple, le côlon, on a une flore intestinale qui nous permet de fermenter des molécules, de réguler la température, de nous donner un pH, etc. Fermente, etc. Présente à un nombre très très élevé, mais elle peut devenir pathogène. L'un des exemples que je viens de donner, ces bactéries commensales peuvent devenir pathogènes lorsqu'ils ont un nombre très très élevé, plus élevé que la normale. Qui dit le système immunitaire. Le système immunitaire ne peut plus les régler. Donc voilà. Nous avons des bactéries pathogènes, notamment les commensales, comme les Escherichia coli, et les saprophytes, comme Pseudomonas, la Symptobacter. Et ensuite, nous avons des exemples des bactéries comme un portage sain, le méningocoque et le pneumocoque. Et ces bactéries, elles ont des pouvoirs pathogènes, ça dépend. Nous avons un pouvoir pathogène spécifique qui vont attaquer un endroit bien défini, comme le tuberculose qui va attaquer le système respiratoire, typhoïde qui va attaquer le système respiratoire, le système digestif, ou le choléra, le système digestif. Et ensuite, nous avons des bactéries opportunistes.
Ce sont des bactéries qui, normalement, ne sont pas pathogènes, mais vont devenir pathogènes lorsqu'il y a une condition qu'ils vont voir. Par exemple, les commensales, lorsqu'elles sont opportunistes, parce que lorsque le système immunitaire il s'affaiblit, ou bien leur nombre il devient très élevé, c'est là où ils vont devenir pathogènes. De même pour les saprophytes. Les saprophytes, normalement, elles sont une flore de passage. Donc, elles ne devraient pas vraiment elles ne devraient pas exister dans le corps humain. Mais lorsqu'ils ont une opportunité d'entrer dans un endroit où ils ne devraient pas entrer, c'est là où ils causent une pathologie, etc. Donc, pouvoir pathogène, c'est la capacité à la bactérie de causer une infection. Donc, elle est due à quoi? Elle est due à sa virulence. Donc, on parle aussi de la dose minimale pouvant entraîner la maladie. Et la virulence, elle dépend de sa toxinogénèse. Est-ce que cette bactérie est capable de synthétiser une toxine? Parce que, imaginez avec moi, si une bactérie ne synthétisait aucune toxine, est-ce que vous pensez qu'elle serait dangereuse pour le corps humain? لا لا محمد. لا. Pas réellement. Parce que vous devez savoir que le corps humain, contre les bactéries qui synthétisaient les anticorps de la toxine, on va voir que la toxine est très immunogène par rapport à la paroi, ou bien la capsule, ou bien la membrane cytoplasmique. Donc, lorsque la bactérie elle commence à sécréter des toxines, c'est là où le système immunitaire il réagit encore plus. Donc, c'est pour cela la virulence d'une bactérie elle dépend de sa toxinogénèse et voilà. Donc, pouvoir pathogène et virulence. Donc, le pouvoir pathogène, il donne la spécificité de la maladie, par exemple la méningite, pharyngite, coqueluche. Donc, ce sont des atteintes d'un endroit spécifique dans le corps humain. Et la virulence est un aspect quantitatif. C'est combien de cette bactérie, le nombre minimum, où on va avoir une infection pour avoir une maladie chez l'individu. Donc, la virulence. Donc, nous allons voir qu'une bactérie, plus elle est dangereuse, plus elle peut rapidement entraîner la maladie. Par exemple, prenons une bactérie très très dangereuse, par exemple la fièvre de la typhoïde. La bactérie de la typhoïde. Donc, par exemple, on a besoin de 10 millions pour entraîner une maladie. Par contre, une bactérie normale comme l'Escherichia coli, on aura besoin de 10 milliards. Donc, la virulence, elle varie d'une bactérie à une autre. C'est pour ياسين cela. رجع Oui. رجع صافي صافي الله. Donc, l'aspect de la virulence, on comprend automatiquement que si nous avons un moyen de revenir en arrière pour rendre la bactérie moins virulente, on peut entraîner le corps humain à s'adapter contre cette bactérie. C'est ça le principe des vaccins. Des vaccins vivants atténués. Donc on prend la bactérie en elle-même et on enlève sa capacité à sécréter une endotoxine, par exemple, les toxines. Donc cette bactérie alors elle devient moins virulente. Donc le corps il peut la combattre facilement. Donc il s'adapte. Donc par exemple le vaccin de la BCG, tuberculose, bacille de corps, et le vaccin ROR. Ce sont des vaccins de trois virus à la fois, rubéole, oreillon et rougeole. Vous connaissez très bien que le ROR, il ne fait pas partie en entier de la vaccination obligatoire au Maroc. Au Maroc, les deux vaccins obligatoires sont lesquels? ار RO. Non? RO. Non, RR. Le vaccin des oreillons n'est pas obligatoire au Maroc. C'est le RR, هما اللي إجباريين. Le rubéole et rougeole. Pourquoi? Parce que شحال هادي راه ROR كان obligatoire. Les trois à la fois. Mais on a remarqué qu'au Maroc, les oreillons, ils ont atteint un fond endémique. شحال هادي دابا حاليا les oreillons ils font il y a une surge sur le nombre des oreillons. Mais شحال هادي il était en disparition. Donc c'est pour ça la santé publique, ils ont étudié les nombres, ils ont vu les cas, etc. Et ils ont déterminé que faire rentrer le vaccin ديال oreillon في la campagne vaccinale n'était pas, il était très coûteux. Donc c'est pour cela ils l'ont enlevé. Mais récemment, de nos jours, les oreillons, le nombre d'îlots il augmente. Donc c'est pour cela que en discussion, est-ce qu'ils vont le réintégrer ou non. Voilà.
Donc, on demande juste des vaccins. Donc, virulence. Donc, on peut, une bactérie naturelle, elle a un aspect normal. Au laboratoire, qu'on préserve dans une température très basse, où la bactérie va se sporuler ou bien faire ce qu'elle va faire pour devenir inactive. Donc, facteur de la virulence. Qu'est-ce qui donne le facteur de la virulence dans une bactérie? Donc, capacité à s'implanter sur le revêtement. Donc, sa capacité d'adhérence. Est-ce qu'elle est capable d'adhérer au tissu du corps humain? Est-ce qu'il y a une reconnaissance spécifique? Sa capacité de produire des toxines, sa capacité de produire une inflammation, la capacité de synthétiser des enzymes d'agression et sa capacité de dissémination. Est-ce qu'elle est capable de faire une septicémie? Donc, nous allons voir que toutes ces caractéristiques, la spécificité, la toxinogénèse, l'inflammation, les enzymes, son capital enzymatique et sa dissémination, ils jouent le rôle d'augmenter ou bien diminuer la virulence d'une bactérie. Parce que tout simplement, on peut comprendre rapidement que si une bactérie n'a pas de toxine, n'a pas d'enzyme, elle ne dissémine pas dans le corps humain, elle ne va rien faire pour le corps humain. Donc, elle n'est pas dangereuse. Donc, elle n'a pas de virulence. Par contre, si une bactérie produisait des toxines, elle avait un capital enzymatique très puissant, capable de dégrader les cellules du corps humain, et les globules blancs, etc. Et elle était capable de disséminer dans le sang, on va comprendre que cette bactérie rapidement غتدغدغ le corps humain. خونا غيطيح في الفراش ما يبقاش كيتحرك. Donc c'est ces facteurs qui contrôlent la virulence d'une bactérie. Est-ce qu'elle va être très dangereuse ou bien est-ce qu'elle va être tolérée? Donc les bactéries pathogènes, on a trois modes d'infection. Soit on a une toxi-infection, ça veut dire que c'est la toxine qui va causer la maladie. Par exemple, le Clostridium tetani. Le tétanos, il agit comment? Est-ce que vous vous rappelez? الكونتراكسيون في الجسم تاعنا ولا كدوي على المود داكسيون المود داكسيون الميكانيزم ديال لا بكتيري نفس الحاجه فوالا غير التوكسي انفيكسيون زعما كتبرودوي ذا توكسين اللي جنبها كتبرودوي غا توكسين tétanos la bactérie en elle-même elle ne cause rien pour le corps humain. On a vu que la bactérie lorsqu'elle est ingérée elle se multiplie et elle attend. Et ensuite, elle sécrète une toxine qu'elle va faire passer dans le système nerveux. C'est-à-dire que la toxine, c'est elle qui cause les symptômes du tétanos. Mais la bactérie, elle ne cause pas d'inflammation, elle ne cause rien. C'est pour cela, les bactéries qui agissent par toxi-infection, nous avons besoin des anticorps contre la toxine. Nous n'avons pas besoin d'anticorps contre la bactérie pour contrer les effets les symptômes. Par exemple, un individu qui a la crise tétanique, on a besoin d'injecter un sérum qui contient les anticorps contre la toxine pour réverser donc les effets. Ensuite, nous avons une colonisation puis toxi-infection. C'est à peu près la même chose. La bactérie elle a besoin de s'insérer à un endroit bien spécifique. Par exemple, le choléra. Si vous vous rappelez, le choléra, il avait deux sous-unités A et B. La sous-unité A et B, une sous-unité c'est وحده كتلصق والاخرى كتانجكتا pour tuer la cellule entérocytaire. Vous vous rappelez ومن بعد la colonisation puis invasion. هادو directement بحال les Escherichia coli entérotoxiques. Colonisation puis invasion. Le moment où les Escherichia coli reconnaît l'entérocyte et la colonisation, elle le colonise puis invasion, puis elle détruit l'entérocyte, les bactéries invasives. Donc on va voir les trois modes d'action des bactéries et qui leur donnent le pouvoir pathogène et infection. Donc ce qui va causer donc, les symptômes. Donc physiopathologie, bactéries transmises à partir de la source appelée réservoir. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs types de réservoirs. On peut voir par voie directe, contact direct avec la source, par exemple contact par la main, etc. Ou bien par voie indirecte, par l'intermédiaire d'un objet ou un vecteur, comme une moustique ou les aliments ou l'eau, etc. Donc première étape de l'infection, il y a colonisation. Formation d'une colonisation, la dose minimale infectieuse, la dose minimale virulente, la dose minimale pathologique. Parce qu'une seule bactérie ne va rien faire pour le corps humain. Donc c'est pour cela, après l'entrée de la seule bactérie, elle va commencer à se multiplier. Une bactérie, 2, 4, 8, 16, etc. Pour former une colonie de bactéries.
Donc facteur de virulence, l'adhérence, est-ce qu'elle est capable d'adhérer, la spécificité aux cellules épithéliales. Une cellule virulente, elle a des fimbriques, on se rappelle très bien que c'est les fimbriques qui leur donnent cette capacité d'adhérer, alors qu'une cellule non virulente, elle n'a rien. Une bactérie non virulente, elle n'a rien à sa paroi. Donc elle ne peut pas adhérer aux cellules épithéliales. Voilà. Colonisation du tractus urinaire par exemple. Vous connaissez les bactéries avec des pili communs, mais pas pili sexuels. Elles sont capables d'adhérer au l'épithélium urétral. Parce que si elles n'étaient pas capables de s'adhérer, qu'est-ce qui va se passer à cette bactérie à votre avis? Elle va être éliminée au niveau des urines. Donc c'est un facteur de virulence, sa capacité d'adhérer à la paroi. Ensuite, les sécrétions d'enzymes. On va voir que le capital enzymatique est aussi très très important parce que c'est lui qui donne aussi le facteur virulent. Par exemple, le schéma. À votre avis, on parle de quelle bactérie? Là, vous la connaissez. C'est quelle bactérie? Staphylocoque doré, très bien. هو هذاك اللي عنده الكواغولاز وقيله. مهم. C'est lui qui existe au niveau de la peau, il est commensal, mais اللحظة اللي فين كيدخل au niveau du sang, il est capable grâce à son capital enzymatique de causer des kystes par les hémolysines, etc. هي ديك la caractéristique ديال les staphylocoques dorés, حيت staphylocoque en général, c'est toute la famille. Mais les staphylocoques dorés, ils sont tous une enzyme زايده اللي هي la coagulase. Donc le test biochimique qui يوري لنا que les staphylocoques dorés, ils testent coagulase positif. C'est lui qui donne la capacité de former des kystes, etc. Toxines protéiques, les exotoxines. Donc les exotoxines, on les trouve surtout au niveau des grammes positifs, synthèse dans le cytoplasme, puis sécrétion ou lyse bactérienne, diffusion à distance de la porte d'entrée, et c'est ce qui cause le pouvoir pathogène. On les trouve la plupart des cas dans les bactéries grammes positifs, minoritairement dans les grammes négatifs, et les grammes négatifs déjà un autre type de toxine qu'ils travaillent avec. Diphtérie, tétanos, ce sont les bactéries qui ont des exotoxines. Et vous connaissez très bien quel type de toxine est le plus dangereux. On va voir que les toxines, elles peuvent être de trois natures. Glucidiques, protéidiques, lipidiques. À votre avis, quelle est la nature qui rend la toxine la plus virulente? Lipidique, ouais. Là, le système immunitaire, il réagit à quoi le plus? Les protéines. Je قلت يا طه؟ بروتييك. Très bien, هي هذه protéique. On a What the fuck? Ok. Donc si vous vous rappelez au niveau du cours de l'immunologie, le corps humain il réagit le plus sur les molécules protéiques. Pourquoi? Parce qu'on a le poids moléculaire le plus élevé. C'est le système immunitaire. C'est pour cela les toxines protéiques sont les plus virulentes chez les bactéries ou chez les agents infectieux en général. Une toxine glucidique elle est moins virulente. Donc les toxines protéiques qui sont les plus virulentes. Ils agissent à faible dose, site cellulaire spécifique, action spécifique, sont les plus dangereux. Pour faire bref, sont les plus virulents, sont les plus pathogènes. Donc sont les plus immunogènes. Donc nature protéine, exotoxine, donc spécificité d'action, par le Vibrio cholera, qui est capable de donner des toxines protéiques qui se fixent et agissent au niveau des rédactions. Ce qui va causer l'altération de la fonction de l'entérocyte, ce qui va causer la libération de l'eau électrolyte, ce qui va causer la diarrhée, ce qui peut causer la déshydratation, la dénutrition chez le patient lié le choléra. Vous vous rappelez de ça? Exotoxine, donc c'est pour cela l'inhibition de synthèse protéique, elles sont capables de la faire les toxines parce qu'elles sont très puissantes. Donc كما كنلقاو هنا sous unité A et B, B كتفيكسا A هي اللي عندها l'effet ديالها. A elle inhibe la synthèse protéique, ce qui va causer la mort cellulaire de la cellule cible, ce qui va causer la diphtérie. Vous vous rappelez la diphtérie quand تجي quel système? Oui, quel système? Spécifique respiratoire. Quand attaque le système respiratoire. C'est une angine fausse membrane. Angine à fausse membrane. Donc déjà la mort des cellules du tube respiratoire, du système respiratoire.
les toxines protéiques. Donc on est capable de faire des anatoxines diabolhom. Soit pour faire un sérum antitoxine, les antigènes, ou bien l'anatoxine, c'est une toxine li affaiblie pour que le corps humain sécrète des choses contre la toxine. Ça va? Donc, pour protéger le corps humain à but préventif ou là de traitement, on peut utiliser soit des antigènes ou bien injecter une toxine affaiblie. La toxine affaiblie est appelée l'anatoxine, donc c'est un vaccin. Les antigènes, les anticorps spécifiques contre la toxine, elles sont appelées antitoxines. Et c'est ce qu'on trouve au niveau du sérum. Ça va? Ah, ça. Donc, le déterminisme génétique, la toxinogénèse. Donc, on va étudier qu'est-ce que la bactérie, qu'est-ce qu'elle a quoi, qu'est-ce qu'elle a son code génétique. Parce que lorsqu'on va lire son code génétique, on est capable de reconnaître quelles sont les enzymes qu'elle va sécréter, quelles sont les protéines qu'elle va synthétiser, etc. Donc, le chromosome, comme je vous le Vibrio cholera, le Clostridium tetani, on étudie son chromosome pour voir qu'est-ce qu'elle sécrète. On étudie la plasmide dans le cas de l'Escherichia coli, le phage, on étudie le phage, c'est le diphtérie, etc. Pour savoir qu'est-ce que la bactérie, c'est comme une étape d'identification. Pour savoir l'individu qui est infecté de la bactérie, cette bactérie, quelles sont ses caractéristiques, pour déterminer qu'est-ce qu'elle a. Ensuite, nous avons l'endotoxine. L'endotoxine, comme on a vu, c'était une caractéristique des bactéries de quel type? Les bactéries de quel type? Quelles sont les bactéries qui sécrètent l'endotoxine? لا جرام نيجاتيف ولا بلاش اللي كان غلا ياسر نسيت ديك ليبو لي ساكرايد اخيرا ديك السكرتور دوك راه كان بوزيتيف هما ديك جرام الدكتور بوزيتيف ولكن دوك اكسوتوكسين اوندوتوكسين هذيك هي هذيك اللي عندها سميتو بلاتي ليبو بولي ساكرايد هي هذيك دونك جرام نيجاتيف حيت عندها الممبران اكسترن حتى هي تري بيان تري بيان اه دابا هذا تفكير جيد. لونتيجين او قلتي في راسك ممبران اكسترن دونك ما كتكابطيش لا كولور دونك غرام نيجاتيف. دونك غرام نيجاتيف هو اللي عنده لا ممبران اكسترن دونك هو اللي كيسكريتي لوندوتوكسين. حيت لا ممبران اكسترن هما اللي فيها لي بروتيين اللي عندهم الليبوبوليساكاريد اللي هو لونتيجين اس اللي هو لوندوتوكسين ولا لونتيجين او نسيت واش اس ولا او ولكن ولا كان بوزيتيف كيسكريتاو شي حاجه لا باروا ديال لي غرام بوزيتيف ما كيسكريتيو والو. سي بور سولا لي غرام بوزيتيف كيسكريتيو اون اكزوتوكسين عندهم اون ايشال ولكن لي بكتيري غرام بوزيتيف زعما اون جينيرال كيسكريتاو ليكزوتوكسين ماشي جو سي با سي واش كاملين مي المهم حيت حنا لي بكتيري لي غرام بوزيتيف اللي غنقراو عليهم هما اللي انفيكسيوز. اما راه كاينين واحد اخرين لي غرام بوزيتيف ما كيديروا والو. اوكي Voilà. La nature, c'est un lipide, pouvoir pathogène identique mais intensité variable qui cause la plupart des fois l'endotoxine qui donne la fièvre, hypotension, troubles de coagulation et neutropénie. Donc voilà, et les deux à Kamel. Le rôle, la relation hôte, donc le microbe qui entre le corps humain au niveau de l'hôte, il crée des colonies. Et donc les colonies, ils commencent à sécréter donc les enzymes diabolhom, ce qui va causer l'infection. Et là, on a besoin de... Ça dépend, est-ce que le microbe est puissant et est-ce que l'hôte a un système immunitaire faible ou le puissant. Le microbe, au final, est-ce que l'agent infectieux, il dépasse le système immunitaire ou bien c'est l'inverse. Le système immunitaire est capable de vaincre l'agent infectieux. Donc si le système immunitaire est capable de vaincre l'agent infectieux, c'est bien. L'individu, il va guérir tout seul, spontanément, sans avoir besoin d'aide. Donc l'organisme, il va être éliminé par le système immunitaire, by the host defenses. Par contre, si l'individu n'est pas capable de se débarrasser de l'agent infectieux, on aura la pathogénicité et on aura l'infection et on aura donc les symptômes. Et dans le cas le pire cas possible, l'individu il pourra mourir. C'est ce qu'on va voir au niveau des bactéries spécifiques dans nos cours systématiques. Quand je vois bactérie par bactérie,
Dans certains cas, si il n'est pas traité ou bien on ne l'aide pas, l'individu il va périr. Donc, et bien sûr, il y a d'autres devenirs les agents infectieux. Soit ils vont devenir de la flore commensale, ou bien il va être un porteur sain. Donc il n'aura pas de conséquences sur l'individu. Donc bien sûr, les devenirs, ils dépendent du système immunitaire. Est-ce que le système immunitaire, il va tolérer la bactérie? Est-ce qu'il doit la tuer? Ou bien est-ce qu'il est trop faible pour la tuer? Donc tout cela dépend de l'agent infectieux et le système immunitaire. Donc voici les cas possibles d'une bactérie, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc les facteurs de réceptivité, normalement, le corps humain, il a plusieurs barrières. D'abord la peau. La peau, c'est une barrière mécanique qui ne laisse pas les infections rentrer. Le tube respiratoire, de la muqueuse, etc. Tous ces facteurs, ils ne laissent pas l'infection se produire. C'est pour cela, dans notre vie normale, on n'est pas infecté. On mène une vie sans infection. Mais si les fins subhanallah, une maladie. C'est pour cela, c'est lorsqu'on a des défenses altérées où il produit une infection. Par exemple, une plaie, jarha, ce qui laisse la bactérie rentrer. Ou bien, un autre individu, il vient vous infecter. Donc votre système immunitaire, il est affaibli, ce qui va livrer le passage à d'autres infections, etc. Donc, les facteurs de réceptivité, c'est notamment notre système immunitaire. Est-ce qu'il est dans un bon état, ou bien il y a une opportunité pour que la bactérie puisse rentrer et faire ravage au niveau du corps humain. Facteurs de réceptivité, notamment le stress, notamment l'immunodépression. Je vais vous raconter une anecdote. Donc le corps humain, lors du sommeil, تماك فين بحال كيدير الريفريش باش راه يستعد للغدا. C'est pour cela, si l'individu il ne dort pas, ça peut causer un affaiblissement, on aura une immunodépression. C'est pour cela, je vais vous donner un exemple. Un individu qui a une maladie opportuniste, vous connaissez très bien qu'il y a des virus qui au niveau des ganglions, qui ont une phase latente. C'est le mode d'action des virus. Donc si un individu, par exemple, il ne dort pas une seule nuit, ça peut être le facteur qui va activer le virus, l'immunodépression. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très très attention. Le système immunitaire a plusieurs barrières qui fonctionnent d'une manière normale. La nutrition, si on a une dénutrition, donc le système immunitaire il n'a pas les outils pour synthétiser les cellules diablo. Donc il va être affaibli, etc. Et bien sûr qu'il y a des infections qui livrent le passage d'autres maladies. Par exemple, le VIH. Est-ce qu'on meurt du VIH? Les autres maladies. Ce sont les bactéries opportunistes, mais chez les bactéries, les infections opportunistes qui tuent l'individu atteint du VIH. Donc c'est juste un exemple. Une infection, elle peut causer une autre infection, etc. Donc voilà. Donc les défenses naturelles de l'organisme, on les distingue beaucoup. Notamment, nous avons des barrières physiques comme la peau, l'épithélium de la trachée et le mucus. Nous avons des défenses biologiques comme la flore commensale qui existe au préalable au niveau de notre corps humain. Donc il lui dit cette place est déjà occupée. Et la bactérie est incapable de se fixer l'entérocyte méthylène. Et ensuite, nous avons des barrières chimiques, nos sécrétions, le lysozyme, les IgA dans notre mucus, les glandes sébacées, l'acidité gastrique, etc. Donc, nous avons plusieurs défenses pour nous protéger contre les agents infectieux. Mais lorsque l'un d'entre eux est dépassé, il y a une opportunité pour que la bactérie cause une infection. La barrière microbienne, donc voilà, on a des bactéries normales qui nous protègent et qui ne laissent pas la place, qui ne laissent pas de place pour qu'une bactérie pathogène se fixe dans la cellule. Donc, ensuite, l'immunité non spécifique comme le phagocytose, les cellules neutrophiles, les polynucléaires, ce sont des cellules de notre immunité innée qui nous aident pour nous défendre contre les cellules qu'on ne reconnaît pas, etc. L'immunité spécifique, les anticorps, les médiations cellulaires,
les lymphocytes T cytotoxiques. Vous connaissez tout ça parce qu'on a vu notre cours de l'immunologie. Et la vaccination. Donc, vaccination, nous avons déjà fait le cours de la vaccination et immunisation. Donc, c'est juste stimuler les mécanismes de l'immunisation spécifique. Donc, on donne un substituant de la bactérie ou bien de l'agent infectieux pour que le corps humain lui-même, il se prépare à l'infection. Je me rappelle que j'ai vu l'individu اللي كان دار واحد الفيديو ديال الفاكسيناسيون اللي كانت زوينه mais اذا لقيتها نوريها لكم. Mais bon, vaccination donc stimulée, on peut donner soit une anatoxine ou bien une bactérie tuée ou bien bactérie vivante atténuée ou bien antigène bactérien purifié. Les anatoxines, on les donne dans le cas où la bactérie elle agit par toxine, notamment tétanos, le Clostridium tétani et la diphtérie. Les bactéries tuées comme la coqueluche, les bactéries vivantes atténuées comme le bacille de corps et les antigènes bactériens purifiés comme le pneumocoque, le vaccin de pneumocoque. Et séroprophylaxie, on injecte un sérum riche en anticorps spécifiques. Donc c'est une protection passive parce que on ne stimule pas le système immunitaire. Tout simplement, on lui donne des armes pour se défendre. Ça va? Des anticorps. Les anticorps. Immunoglobulines. Les immunoglobulines, non pas les anticorps. Ouais. Ça va? Yeah.